Voilà, merci de me donner l'occasion de parler au fait de la médecine d'urgence préhospitalière et puis effectivement de l'impact de cette année si particulière que nous avons vécue en raison de la pandémie liée au Covid-19. Ma présentation s'articule en 3 axes principaux. D'une part, je vais vous rappeler, parce que je pense que c'est l'occasion de le faire, comment est organisée au fait, la médecine préhospitalière, de manière un peu générale et puis plus particulièrement à Genève. Ensuite, la deuxième partie s'intéressera à la crise des appels d'urgence qui nous a impacté extrêmement fortement, puis les interventions ambulancières sur le terrain et les pathologies prises en charge. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine d'urgence et la médecine d'urgence préhospitalière, sujet auquel je m'intéresse aujourd'hui? Déjà, l'urgence, c'est une perception. C'est la perception des situations qui peut empirer ou qui empire rapidement avec ou sans soin. Et cette perception a nécessité finalement le développement en fait, d'une médecine en réponse à cette perception, une médecine transversale qui englobe des connaissances au fait, de différentes parties de la médecine, principalement de médecine générale, mais également de médecine aiguë, de traumatologie, de psychiatrie, pour gérer cette urgence perçue. Donc vous voyez, c'est une définition assez particulière, la médecine d'urgence, puisque finalement, ce n'est pas une médecine de système, mais c'est une médecine un peu comme la médecine générale, qui est simplement orientée dans une temporalité particulière. La médecine d'urgence, donc préhospitalière, fait le lien, si vous voulez, entre la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière. Quand je dis médecine ambulatoire, je parle de tous les cabinets médicaux, bien sûr, mais également les permanences de soins, toutes les permanences qui peuvent accueillir des patients sans rendez-vous. Et quand je parle de l'hôpital, j'inclus évidemment les urgences hospitalières, le service d'urgence hospitalière et la médecine de premier recours, en particulier avec l'unité chez nous à Genève d'urgence ambulatoire, qui finalement est une partie de la médecine d'urgence également. Et l'urgence préhospitalière fait le lien entre ces deux choses parce qu'elle intervient à domicile auprès des patients et puis surtout les patients peuvent appeler directement au fait une centrale publique et c'est ce qui définit finalement la médecine d'urgence préhospitalière, c'est d'une part un centre de communication et d'autre part des moyens de réponse qui peuvent intervenir en urgence classiquement avec des signaux prioritaires. La médecine d'urgence inclut également la médecine de catastrophe qui est organisée pour gérer les événements où il y a de nombreux patients, mais surtout, au fait, la médecine de catastrophe est un concept au fait, pour gérer l'inadéquation potentielle entre une demande de patients et des ressources au fait, qui peuvent être préhospitalières, bien sûr, mais surtout hospitalières. Et là, le rôle principal de la médecine d'urgence préhospitalière, c'est surtout de protéger aussi l'hôpital d'une arrivée massive de patients. Alors, vous connaissez cela probablement, les services médicaux d'urgence préhospitaliers sont très classiquement décrits comme étant avec deux grands systèmes, le système anglo-saxon où finalement on traite les patients très peu sur place mais on les transporte très rapidement à l'hôpital avec un concept de paramédicalisation surtout en préhospitalier, il n'y a quasiment aucun médecin présent sur le terrain en préhospitalier. Et puis le système donc ce système anglo-saxon est opposé classiquement au système franco-germanique où là il y a des médecins d'urgence qui interviennent sur le terrain, les Notarzt en Allemagne, mais en France les SMUR principalement. Et en France la médicalisation préhospitalière a été poussée jusque dans les centrales 15 qui régulent finalement les situations par des médecins dans les centrales elles-mêmes pour l'urgence et pas forcément pour l'urgence non vitale. Donc pour l'urgence vitale et pas seulement l'urgence non vitale. Alors ces deux systèmes finalement ont un petit peu vécu et un système intermédiaire s'est développé et est en train de prendre le dessus sur tous les autres un peu partout. C'est un système au fait que nous avons en Suisse où à la fois il y a des médecins d'urgence sur le terrain en préhospitalier et dans la direction de l'ensemble des services d'urgence préhospitaliers, y compris les centrales, mais également une très forte paramédicalisation avec du personnel paramédic qui intervient au fait sur le terrain un peu partout. Le système anglo-saxon évolue aussi vers cette direction-là, puisque en 2017, il y a eu l'obligation en fait, de mettre une direction médicale dans toutes les centrales 911 aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour gérer finalement la qualité, la délégation des protocoles d'évaluation dans le cadre du système médical priority dispatch. Deuxièmement, dans les centrales anglo-saxonnes américaines en particulier, a été mis en place depuis 10 ans maintenant des infirmiers qui effectuent un second triage au fait, pour les situations triées initialement comme étant non vitales, mais qui sont rappelés systématiquement par ces infirmiers, c'est des infirmiers spécialisés, et ils récupèrent 4% d'urgence vitale parmi ces situations classées comme non vitales.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la personne qui a développé le système médical priorité dispatch qui a mis en place ce système de rappel par des infirmiers. De manière générale, la paramédicalisation fonctionne par une délégation médicale. Donc c'est un médecin, si vous voulez, directeur médical, qui délègue des protocoles de soins. C'est des actes médicaux délégués sur la base de protocoles. Et ça, c'est valable dans tous les systèmes. Alors à Genève, comment sommes-nous organisés ? Il y a tout d'abord le centre de communication d'urgence qui reçoit les appels sur le numéro 144, numéro en Suisse et en Autriche, et avec une organisation qui est cantonale ou supra-cantonale selon les tailles des cantons en général. Et cette centrale reçoit les appels d'urgence. Le personnel qui prend les appels, il y a plusieurs catégories de personnel. Il y a des assistants de régulation, professionnels de santé, il y a des régulateurs qui constituent la majorité de ce personnel-là, qui sont des infirmiers principalement ou des ambulanciers, à peu près 50-50 aujourd'hui dans nos centrales, et puis des superviseurs qui sont des infirmiers ou ambulanciers spécialisés. Ce personnel travaille sous une délégation médicale et sur la base de protocoles d'évaluation délégués, d'évaluation des situations, mais également d'aide aux gestes de secours téléphoniques qui sont délégués. En 2019, nous avons reçu à Genève 75 000 appels d'urgence et qui ont engendré 50 000 évaluations de patients, dont un bon quart, au fait, étaient des situations en réalité pas urgentes. Donc quand on dit 144 urgences vitales, c'est vrai dans une grande partie, dans 20% des cas environ. Après, le reste, c'est les interventions ambulancières, pas forcément d'urgence vitale, donc. Et puis le dernier quart, c'est au fait l'urgence non vitale, pour lequel on n'a même pas envoyé d'ambulance sur les interventions. Durant la crise du coronavirus, je vais en reparler, nous avons dû augmenter énormément notre nombre de places en centrale et notre personnel également, avec au départ 8 postes de régulation qui sont montés à 11, puis à 15, et la création de 3 salles de débordement avec 32 postes supplémentaires. À Genève, il y a une centrale, mais il y a également des services d'ambulance qui sont tous rattachés à la centrale. Et vous le savez peut-être, il y a 5 services privés et 2 services publics qui interviennent tous de la même manière, en proximité, avec différents types d'ambulances selon les situations, et un personnel qui est partout le même. Ce sont des ambulanciers, ES donc, qui interviennent pour toutes les urgences, des techniciens ambulanciers et des chauffeurs BLS-AED pour les transferts interhospitaliers avec des techniciens ambulanciers. Tous ces services ont un directeur médical qui délègue finalement des protocoles d'évaluation de soins avec une autonomie sur une vingtaine environ de médicaments. En 2019, il y a eu 43 000 interventions d'ambulance à Genève, ça fait 117 par jour, 33 000 primaires, donc à domicile ou sur le terrain à l'extérieur, et 10 000 transferts interhospitaliers, des interventions secondaires qui sont mentionnées ici. En plus de ces ambulances et de cette centrale, il y a la médicalisation d'urgence qui se rajoute aux interventions ambulancières, à l'exception un peu d'hélicoptères qui parfois ne nécessitent pas d'avoir une ambulance en parallèle. C'est à Genève le cardiomobile que vous connaissez, plus l'hélicoptère, qui font environ 5500 médicalisations d'urgence par voie terrestre ou héliportée, et il y a toujours un médecin et au moins un ambulancier ES dans ces moyens d'intervention. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'organisation en cas de catastrophe. Et là, il y a des fonctions, médecin-chef des secours, ambulancier-chef des secours, il y a du matériel, un poste médical avancé, il y a également un poste de commandement sanitaire et puis quelques moyens annexes. Alors ces moyens-là, dans le cadre même si c'est pour gérer la catastrophe, ne nous ont pas été très utiles dans le cadre d'une pandémie. À Genève, ce qu'il n'y a pas, ce sont au fait des centrales d'appel pour les urgences non vitales. Ces centrales d'appel, au fait, se sont développées de manière massive et accélérée, surtout durant la dernière année, mais déjà précédemment. Au Royaume-Uni, vous avez le 999 qui est la centrale, au fait, urgence vitale, et puis vous avez le 111, au fait, depuis 2014, qui est la centrale pour les urgences non vitales, centrale qui engage également des ambulances, mais sans urgence. Durant la crise du coronavirus, au fait, ce système qui était en test sur la région de Londres, puis une ou deux régions autour, s'est étendu à tout le Royaume-Uni en raison de l'impact que l'on va voir après sur les appels en particulier. Au Danemark, ça existe également, c'est le numéro 1813. En Allemagne, il y a le 116-117, pas très bien précisé. En France, vous avez peut-être vu le numéro 113 qui est poussé par l'État français en fait, pour gérer la permanence de soins, en parallèle du 112. L'idée, c'est de séparer au fait, l'urgence vitale a priori ou qui nécessite de l'ambulance des urgences ressenties, mais qui nécessitent finalement plutôt la permanence des soins. Et tous ces
systèmes-là servent essentiellement à trier, au fait, les situations. Alors, il y a deux axes au fait, qui sont développés, c'est les axes services publics, donc, dont l'objectif est de diminuer le recours aux centres d'urgence et d'organiser une réponse médicale de garde. Donc, ces centrales font du conseil médical téléphonique, envoient des médecins à domicile ou gèrent des permanences médicales. Et puis, vous avez les centrales des assurances, qui est un modèle qui est très développé en Suisse, avec Medgate ou Medi24, dont l'objectif, c'est d'abord un modèle sécurologique, de limiter finalement l'accès aux médecins, en particulier directement aux spécialistes, en appelant de manière systématique avant d'aller consulter. Mais ces centrales-là font du triage également et des conseils médicaux téléphoniques, et le canton de Fribourg et le canton du Valais ont développé ont des partenariats avec ces centrales-là pour trier les urgences non vitales. Une exception dans le paysage roman, c'est la centrale des traitements des appels des médecins de garde, la CTMG à Lausanne, qui est une centrale parallèle au 144, située sur le même plateau, et qui gère justement toute la garde médicale du canton de Vaud. Pour vous donner une idée, le nombre d'appels est à peu près 2 fois plus élevé sur cette centrale-là que sur le 144 Vaud. Donc ça, c'est la situation à Genève, où il n'y a pas de centrale de ce type-là, donc les appels arrivent en partie, en tout cas, au 144. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Je vous ai montré tout à l'heure le nombre d'appels qui était de 75 000 en 2019 sur Genève, au niveau du 144. Et bien, sur 2020, c'est 139 000 appels, une augmentation de 46% du nombre d'appels d'urgence. Alors, il y a eu plusieurs phases dans toute cette année. Tout d'abord, en début de première vague, ce que l'on a constaté, c'est une augmentation, quasiment un doublement des appels sur le numéro 144 pendant les 2 semaines qui ont précédé l'activation en fait, d'une deuxième centrale, si vous voulez, au sein du 144, un deuxième groupe d'appels avec un numéro dédié, c'est ce que vous voyez les barres rouges sur ce graphique, qui permettait de trier les appels entrants. Le canton de Genève a mis en place dès le 28, donc le premier patient Covid le 25 février à Genève. Le 28 février, au fait, le canton de Genève met en place une hotline, le 0800 909 400, et vous avez le petit graphe qui est en haut ici, qui montre, au fait, ce sont les barres bleues, au fait, les appels qui arrivent sur le 0800 909 400, qui montrent au fait que cette centrale-là a beaucoup géré d'appels en début de crise, jusqu'à 1000 appels par jour à peu près, mais avec du personnel totalement pas du tout médical ou paramédical, des administratifs, de la police ou de la protection civile, qui au début ont beaucoup donné de conseils médicaux téléphoniques malgré tout. On était à ce stade-là, faut-il aller se faire tester ou pas se faire tester, donc c'était pas trop compliqué, mais quand même, il y a eu des petits couacs, et à partir du 20 mars, au fait, à cette date-là, les appels de patients symptomatiques ont été rebasculés sur les lignes de la centrale 144. Alors évidemment, quand on a une augmentation aussi massive du nombre d'appels, il faut passer rapidement en mode crise. La gestion du mode crise, c'est pour justement gérer cette inadéquation entre la demande et les ressources à disposition. Et ce qui a été fait le 6 mars, le 7 mars, un renfort par des étudiants en médecine, grâce au fait que ces étudiants étaient déjà présents à la centrale téléphonique des HUG, qui elle-même était noyée sous les appels à ce moment-là de patients symptomatiques. Et puis, un deuxième groupe de dates important dont je reparlerai, c'est environ 10 jours après, où nous avons renforcé de manière importante la centrale avec la mise en place de médecins détachés pour faire des rappels, et également nous avons organisé les cellules de rappel, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on a fait ça à 24 heures et à 6 jours, avec également un système vidéo qui a été mis en place de manière très précoce à Genève, puisqu'on a mis en place cela le 17 mars. Et pour vous donner une comparaison, en France, ça a été mis en place à partir de mi-avril, fin avril, dans les SAMU, sur le même système que nous avons mis en place à Genève à cette époque-là. Et puis, une troisième date importante, c'est l'hôpital Covid, donc en gros, l'orientation vers les HUG des patients Covid et vers les autres centres des patients non Covid au 29 mars. Ça, c'est l'organisation qui a été mise en place pour la première vague, et cette organisation, dans sa quasi-totalité, a été réactivée fin octobre, au fait, pour la seconde vague. Et vous voyez ici ce trou dans les appels, c'est le moment où, en fait, on réactive le 0800 909 400 qui permet d'éviter d'avoir un certain nombre d'appels qui ne devraient pas arriver dans une centrale santé pour évaluer des patients malades, mais qui arrivent quand même. Alors, la réponse qui a été faite à cette crise-là, elle a utilisé énormément d'outils de communication. Nous avons utilisé, comme je vous disais, un système de vidéo pour évaluer en particulier les difficultés respiratoires, qui n'étaient pas simples à évaluer. Quand vous en évaluez plus de 100 par jour, et évidemment, vous ne les envoyez pas à l'hôpital toutes, et il faut trier lesquelles vous laissez à domicile ou pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des médecins aussi qui faisaient ces évaluations plus précises pour laisser à domicile des patients, dans le but évidemment de protéger l'arrivée à l'hôpital d'une arrivée massive de patients. Et
C'est ce qui a été fait avec aussi les rappels, parce qu'on vous laissait l'immense majorité de vos patients, presque 80% des patients sont restés à la maison, des patients qui avaient appelé. Un certain nombre peuvent passer au travers du filet, et puis on essayait de les identifier, et ces rappels à 24 ou 48 heures étaient faits pour des patients qui nous semblaient un peu limites et qui étaient rappelés à 48 heures. Et au 6e jour, durant la première vague, on a rappelé systématiquement toutes les personnes qui avaient appelé le 144 dans le but de détecter justement des patients qui étaient en déshérence à la maison. On en avons rattrapé environ une centaine durant cette première vague. Durant la deuxième vague, même chose, 1800 consultations médicales téléphoniques, 200 en vidéo et à peu près 300 rappels à 24-48 heures. Nous n'avons pas fait de rappel au 6e jour durant la deuxième vague. Beaucoup de téléassistance également médicale au niveau des ambulanciers. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a fait au niveau des centrales, mais d'autres choses se sont faites ailleurs, un petit peu à Genève, mais ici à Berne en particulier. Vous savez qu'à Berne, il y a une chaire de télémédecine d'urgence qui a été créée en 2020 et ils ont développé pas mal d'outils, entre autres ces outils d'auto-évaluation pour savoir s'il fallait se faire tester ou pas. C'est des applications qui ont été mises en place. Alors ça, c'était savoir s'il fallait se faire tester ou pas, mais en France, ils ont utilisé aussi le même principe, au fait, mais pour savoir s'il fallait appeler ou pas. Donc, vous voyez que c'était un petit peu plus fin dans l'évaluation et dans ces outils. Donc, des outils de télémédecine à la fois vidéo pour la consultation, mais également des concepts, au fait, de chatbox ou de jeux de questions-réponses applicatifs ou sur des réseaux sociaux pour s'auto-évaluer. Alors la crise des appels d'urgence que nous avons vécue à Genève, elle est également présente dans pas mal d'endroits. Et ici, je vous montre quelques exemples. À New York, au fait, vous avez ici la courbe verte qui est les appels sur le numéro 911 de New York. Et vous voyez que ça augmente de manière importante durant la crise et puis qu'ensuite, ça diminue avec, vous avez en courbe gris l'année 2019, au fait, en comparaison, et vous voyez que ça se stabilise à un niveau un peu en dessous de ce qu'il y avait en 2019 pour les appels sur le 911. Vous voyez aussi que la courbe des appels sur le 911 et la courbe, au fait, des admissions, des hospitalisations sont deux courbes quasiment parallèles et qu'il n'y a pas de décalage au fait entre les appels et les admissions. Ça, c'est assez logique finalement parce que c'est la centrale 911 qui gère principalement les ambulances. Alors ce que j'ai mis ici avec la même échelle de temporalité, c'est une ligne qui a été mise en place à New York en parallèle et qui est une ligne justement pour trier les urgences non vitales et les urgences ressenties par la population, mais pas forcément un genre de détresse respiratoire. Une ligne qui a reçu jusqu'à 5000 appels par jour et qui a été staffée par la santé publique, mais surtout les hôpitaux new-yorkais. C'est une ligne médicale, c'est-à-dire c'est des médecins et des infirmiers qui étaient derrière ces appels-là. Et voyez là, par contre, que ces appels-là précèdent très clairement en fait, les hospitalisations et les appels sur le 911. Alors, cette crise-là a été vécue évidemment en Lombardie. Ici, vous avez l'exemple aussi de Milan avec le pic d'appel sur le plan santé qui est intervenu. Et le problématique, c'est qu'évidemment que vous avez un tel pic d'appel qui survient dans une région où il n'existe pas au fait, de centrale pour gérer les appels non urgents. Le risque, évidemment, c'est de répondre en envoyant beaucoup d'ambulances dans ces situations-là, puisqu'on n'est pas habitué à répondre à ce type d'appel. Ce qu'ils ont fait à Milan, c'est qu'ils ont créé, ce que vous voyez en bleu ici, c'est une équipe, en fait, c'est une très grosse équipe en réalité, pour gérer les situations de Covid non urgents. Ce qui leur a permis, malgré une augmentation de pic d'appel très important, de garder au fait à peu près le même nombre et taux d'ambulances, proportion d'ambulances envoyées, mais également de ne pas augmenter, ce que vous avez en noir ici, le temps d'intervention des ambulances. Alors je vous montre encore 3 autres exemples. Alors je donne cet exemple de l'Iran, de Téhéran. C'est intéressant parce qu'au fait, en Iran, ils ont multiplié le nombre d'appels par 20, ce qui est absolument colossal. Et puis vous voyez également ce pic d'appels qui précède ce pic au fait d'arrivée à l'hôpital. Ce qui a été mesuré en Seine-Saint-Denis en France, où vous avez ici le nombre d'appels, au fait, et l'écart par rapport à 2019 qui est marqué en gris. Le petit drapeau là, ici, c'est une augmentation de 20% des appels 2 jours de suite. Vous voyez que ça augmente dans toute la période de la première vague. Et ça, ce sont les appels qui augmentent. Et ici, vous avez les admissions à l'hôpital qui sont, vous voyez, décalées de presque 3 semaines. Et ça a montré, au fait, l'intérêt aussi dans le pilotage, au fait, de surveiller, au fait, ces appels, l'arrivée des appels dans un centre en France, les centres 15, qui regroupent quand même la majorité des appels à la fois urgents et non urgents. Plus près de nous, à Lausanne, vous avez ici l'exemple du 144 Vaud, avec les appels qui sont arrivés durant la première vague au 144 Vaud, avec une augmentation de 10-15% du nombre d'appels, donc
sans commune mesure à ce que nous avons vu, et également un nombre d'interventions ambulancières qui augmente à peu près dans la même proportion, avec toujours ce décalage entre les appels et les interventions ambulancières. Alors sur Vaud, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu en parallèle un nombre d'appels qui est passé de 800 à 1500 appels par jour sur la CTMG. Donc vous voyez, les appels non urgents sont surtout arrivés là. Et puis surtout, le canton de Vaud a créé une autre ligne médicalisée avec 5 à 6 médecins et une quinzaine d'infirmiers qui a répondu jusqu'à 2500 appels par jour durant cette période-là. Alors, durant le semi-confinement et la première vague, pourquoi est-ce qu'on a eu un tel nombre d'appels? Alors chez nous, je crois que c'est assez simple, c'est qu'on a dit aux cabinets médicaux de ne faire que ce qui était urgent, et puis on a dit en plus aux patients d'appeler le médecin avant d'y aller. Et puis les cabinets médicaux n'étaient pas du tout organisés pour cela, puisque appeler systématiquement, ça veut dire qu'un nombre d'appels conséquent, avec des gens qui doivent répondre à ces appels-là, et puis ça, c'était pas possible en médecine ambulatoire. Résultat, les appels au fait de médecine ambulatoire se reportaient principalement chez nous à ce moment-là. Ce d'autant plus que les médecins ont eu une tendance peut-être à fermer leurs cabinets médicaux parce qu'ils n'avaient pas non plus de possibilité de se protéger à ce moment-là. Donc c'est finalement une réorientation des appels de médecine ambulatoire, ce qui explique aussi la différence que nous avons avec la deuxième vague, où nous avons reçu, je vous montre après, moins d'appels et nous avons évalué moins de patients parce que le système ambulatoire a continué de fonctionner. Donc, ici, c'est ce que vous avez, le nombre d'évaluations téléphoniques de patients. Vous voyez que le non-Covid, c'est relativement stable. C'est beaucoup moins. On était à 138 par jour en 2019, on est à 107 par jour en 2020, donc il y en a moins. Par contre, la partie Covid, évidemment, a pu être très importante. Première vague, on est monté jusqu'à 300 évaluations par jour de patients qui avaient des symptômes Covid. Deuxième vague, beaucoup moins. Et c'est ce que je vous disais, une des explications possibles là, c'est probablement le fait que le réseau de soins a continué de fonctionner ici, et donc les patients se sont tournés naturellement vers leur médecin, ce qui nous a soulagés. Les symptômes présentés par les patients lors des appels étaient principalement de la fièvre, de la toux, ce qu'on retrouve ici à Paris et ce qu'on retrouve chez nous également, ce que vous retrouvez ici en Israël. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'en parallèle, beaucoup de patients présentaient de la fièvre, de la toux, mais également, regardez, des difficultés respiratoires et douleurs thoraciques. Un tiers des patients présentaient ça. Alors quand on a 300 patients par jour, ça fait 100 difficultés respiratoires par jour et à peu près 60 douleurs thoraciques. Donc vous voyez, il faut trier là-dedans ce qui relève du Covid et ce qui relève d'autres choses. Les autres pathologies, la traumatologie a chuté pendant la même période, mais également en bleu, ici, vous avez les pathologies vasculaires qui ont quand même passablement diminué. Alors, concernant les interventions ambulancières, il y a eu 3000 interventions primaires sur Genève pour des patients Covid, et vous voyez que l'ensemble des interventions, on était à 32 000 également en 2019, n'a pas vraiment bougé l'ensemble des interventions ambulancières parce que les autres pathologies ont diminué. La problématique que nous avons eue au niveau des engagements d'ambulance était liée à plusieurs choses. D'une part, aux mesures de prévention de contamination. Vous imaginez que les interventions à domicile avec ces équipements-là ou les transports avec ce type d'équipement posent un certain nombre de problèmes et ça ralentit le délai d'intervention, pas de manière massive, mais ça le ralentit quand même. Deuxièmement, nous avons eu aussi les risques, comme pour l'hôpital, liés à une pénurie de personnel de santé, et nous avons organisé un monitoring, des plans de renonciation au cas où nous n'aurions plus assez de personnel, que nous n'avons pas eu besoin d'activer, heureusement. Puis enfin, des risques liés aux prises de décisions difficiles, vous avez tous suivi cela, et ici, c'est l'exemple à Los Angeles. Vous avez un patient qui est décédé dans l'ambulance et puis qui ne peuvent plus transporter, qui était en cours de réanimation et pour lequel ils ont arrêté la réanimation dans l'ambulance, ce que heureusement nous n'avons pas vécu à Genève. Alors tout ceci a nécessité au fait d'avoir des informations fiables et un besoin accru de formation, et des outils ont été développés pour ça, des e-learning et plein de choses, des applications, etc. Maintenant, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de quelques pathologies qui sont extrêmement dépendantes du temps. Et ici, vous avez l'exemple des arrêts cardio-respiratoires extra-hospitaliers. Et ce qu'on voit, c'est que durant la première vague, au fait, les arrêts cardio-respiratoires, l'incidence a fortement augmenté, de même que leur survie qui a fortement diminué. Évidemment, les lieux, c'était principalement à domicile, et le taux de retour à la circulation était bien plus bas en 2020 qu'en 2019.
Alors, ceci est lié en grande partie au Covid, ça, certains l'ont montré, ça tue à domicile, surtout si les systèmes de soins ne peuvent plus y répondre, ce qui a été le cas en Italie en particulier, mais également aussi à la désorganisation des secours, et des secours ici des premiers répondants, qui dans plein d'endroits, au fait, les programmes de premiers répondants ont été arrêtés. À Paris, par exemple, ça a été le cas, mais dans d'autres endroits, ce que nous n'avons pas fait à Genève, nous avons privilégié plutôt d'équiper les premiers répondants avec du matériel de protection et continuer à intervenir. Nous avons publié une petite étude sur la Suisse qui compare l'incidence des arrêts cardio-respiratoires aux incidences de Covid. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, ici, tout ce qui a été publié, ce sont des arrêts des incidences d'arrêts cardio-respiratoires qui se sont passées dans des endroits où il y avait une très haute incidence de Covid. Et ce que l'on remarque, c'est finalement quand l'incidence de Covid est basse, le taux d'arrêt cardio-respiratoire est à peu près identique à ce qu'il est habituellement. Pour le syndrome coronarien aigu, dépendant du temps également, vous avez effectivement une augmentation du délai entre le début de la douleur et le premier contact médical, ce qui a été montré à Genève. Pour les accidents vasculaires cérébraux, vous avez également une diminution du nombre de consultations. Tout cela lié principalement au fait que les gens n'appellent pas ou pas suffisamment tôt pour aller à l'hôpital. Pour la chirurgie et la psychiatrie, je passe rapidement dessus, mais il y a eu effectivement une chute des interventions pour la traumatologie, et ici, pour la chirurgie, vous avez à Soleure, c'est l'exemple de Soleure, une chute de 30% des consultations de chirurgie. Pour la psychiatrie, le truc qui est intéressant ici, vous avez un exemple sur la Nouvelle-Zélande, où il y a eu un confinement, mais très peu de malades Covid. Toutes les pathologies ont diminué, le recours aux ambulances pour ces pathologies a diminué, sauf pour la psychiatrie, où il a augmenté. Alors, différence première vague, seconde vague, très rapidement, ce que l'on a vu, c'est que durant la seconde vague, on a eu plus d'interventions ambulancières et des patients plus graves. Mais cela ne traduit pas forcément le fait que l'on n'a pas bien travaillé et qu'on n'a pas su détecter les patients. Comme je vous ai dit, le système ambulatoire a fonctionné. Ça traduit probablement plutôt le fait que la seconde vague était plus importante que la première. Les transferts secondaires hospitaliers, nous avons eu une grande quantité, 800 transferts sur les 10 000 que nous avons fait, et pour cela, nous avons eu des renforts du CERN et des ambulances de l'armée. Enfin, pour quasi terminer la présentation, les cliniques Hirslanden et La Tour ont participé énormément à l'orientation des patients, c'est-à-dire qu'ils ont accueilli des patients, une douzaine par jour, à peu près 2 fois plus que ce qui avait été fait en 2019, basé sur une évaluation faite par les ambulanciers sur l'échelle suisse de tri. Alors en conclusion, je dirais, la pandémie et les épidémies, c'est un modèle de crise à préparer, c'est évidemment toujours celui qu'on ignorait, on parlait toujours des attentats, des incendies, des accidents, mais la pandémie, on l'a ignoré dans nos préparations. L'importance fondamentale de la communication à la population, parler juste, on voit très bien que si on dit aux gens de ne pas aller consulter, ils ne consultent pas, mais pour rien. La nécessité d'une ligne et d'outils de communication pour l'urgence ressentie, avec soit les applications, soit des numéros dédiés. Comme pour toutes les crises, ne pas oublier les autres patients non impliqués dans la crise. Et puis chez nous, en tout cas, et ce qui a été montré aussi ailleurs, c'est le bénéfice d'un pilotage centralisé de l'urgence préhospitalière à l'échelle d'une communauté, d'un territoire, et également d'une organisation intégrée des soins à la population, avec le concept de grand hôpital, mais également les liens avec la santé publique. Et enfin, le dernier point, plus technologique, c'est que ce que cette crise a montré, c'est l'impact massif de la télémédecine d'urgence pour toutes les étapes de la prise en charge des patients. Voilà.